Pendant des décennies, Lockheed Martin a repoussé les limites de l'aviation à des hauteurs inimaginables. Travaillant dans l'ombre, sa division Skunk Works a pionnière des avions si avancés, si létaux et si secrets que leur existence n'est connue que d'une élite restreinte. Maintenant, Lockheed Martin est sur le point de choquer le monde une fois de plus avec sa dernière création. Un avion si rapide qu'il dépasse même l'éclair lui-même. S'appuyant sur l'héritage de merveilles passées comme le SR-71 Blackbird, cette nouvelle création représente un bond en avant quantique, intégrant des améliorations de pointe en matière de propulsion, de gestion thermique et de capacité furtive, suscitant la question: à quelle vitesse et à quelle distance Lockheed Martin a-t-il repoussé les limites de la technologie hypersonique cette fois-ci? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons l'avion hypersonique top secret révélé par les États-Unis atteignant Mach 10. Des années après la retraite du SR-71, il y avait un fossé notable dans la couverture de surveillance entre les satellites, les avions équipés d'équipage et les véhicules aériens sans pilote utilisés pour les missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de frappe. Cette lacune a donné lieu à des armes anti-satellites, des stratégies de déni d'accès, zone et des technologies anti-furtivité. Pour remédier à cela, l'USAF a convenu d'un avion à haute vitesse, capable de pénétrer efficacement dans l'espace aérien protégé, de recueillir des renseignements et de frapper facilement une cible. L'accent mis sur sa vitesse constitue une avancée majeure par rapport à la furtivité, comme le montrent les programmes de chasseurs de 5e génération et les avancées prévues des drones. En 2007, des discussions ont eu lieu au sujet d'un nouvel avion pour remplacer le Blackbird, un avion vraiment rapide. L'US Air Force voulait que Lockheed fabrique un avion capable d'atteindre Mach 6, soit plus de 4600 miles par heure, et de survoler le pays à haute altitude. Ils espéraient le présenter en 2020, mais cela semblait trop optimiste. Puis, en 2013, le SR-72 était de retour dans les actualités. Aviation Week and Space Technology a obtenu des informations secrètes de l'équipe Skunk Works de Lockheed. Les gens étaient tellement intéressés que les serveurs ont planté, non seulement en raison de l'intérêt du public, mais aussi des cyberattaques. L'équipe Skunk Works a déclaré qu'elle voulait créer un avion capable de faire un travail exceptionnel en matière de renseignement et de surveillance. Il volerait à Mach 6, pénétrant en haute altitude et rapidement dans le territoire ennemi. Cela rendrait difficile pour d'autres avions de le rattraper ou de le déjouer, quelque chose que les drones ne pouvaient pas faire. Le SR-72 pouvait également frapper des cibles avant même qu'elles ne sachent qu'il était là ou pouvaient se cacher des avions espions rapides. Revenons un peu en arrière. Lockheed a travaillé sur un projet de 2003 à 2006 pour la DARPA, créant un véhicule expérimental super rapide appelé HTV-2. Il pouvait voler à Mach 20, testant une technologie qui pourrait permettre aux États-Unis d'atteindre n'importe quelle cible dans le monde en 1 heure seulement. Cette idée a pris de l'ampleur avec le plan Prompt Global Strike. Lockheed a travaillé dur sur le HTV-2, le fabriquant à partir de matériaux solides pour éviter que des pièces importantes ne se cassent, étant donné leur proximité avec la surface. Ils n'ont pas utilisé d'acier ordinaire, car il aurait fondu à des températures élevées. Le plan était de créer une nouvelle version, le HTV-3X ou Black Swift, d'ici 2025. Ce serait un drone super rapide et réutilisable, décollant d'une piste normale. Il pourrait transporter environ 12 000 livres de matériel et frapper des cibles éloignées en moins de 2 heures. Cependant, après des tests en 2010 et 2011, la DARPA a annulé le projet car elle disposait de suffisamment de données. Même si le HTV-3X a été annulé en 2008, ils ont continué à travailler sur le HTV-2 jusqu'en 2014, tirant des enseignements de la technologie pour créer de meilleurs outils et méthodes pour concevoir des coques super rapides. Maintenant, en 2013, Skunk Works a partagé une partie de son grand plan avec Aviation Week. Ils ont collaboré avec Aerojet Rocketdyne pendant plus de 7 ans pour trouver un moyen de connecter un moteur hypersonique fini à un scramjet pour faire passer un avion de rapide à indéniablement rapide, comme le Mach 6. Ils ont utilisé l'idée du HTV-3X mais l'ont amélioré, résolvant un problème clé,
le moteur de turbine à gaz à grande vitesse. L'équipe de Skunk Works avait une tâche difficile, concevoir un moteur pour des avions capables de voler lentement, rapidement, voire super rapidement. C'est comme fabriquer un couteau suisse pour différentes parties du volume. En 2017, un dirigeant de Lockheed Martin a parlé des progrès réalisés dans la technologie de volume super rapide. Il travaille, avec la DARPA et d'autres, pour apporter de nouvelles capacités aux avions de chasse américains et aux projets futurs. Les détails sont secrets, mais ils disent que la clé du développement du SR-72 réside dans la combinaison de différents types de moteurs et de technologies pour un volume super rapide. Les États-Unis travaillent sur plus d'une douzaine de projets de volume super rapide. Le SR-72 est lié à Mayhem, un programme secret de l'armée de l'air testant de nouveaux moteurs à réaction. La particularité de ces moteurs est qu'ils peuvent fonctionner comme des moteurs classiques, permettant à l'avion d'atterrir et d'être utilisé à plusieurs reprises. Cela pourrait être une grande avancée pour la défense et les voyages aériens, selon les experts. Aucun pays n'a encore installé un scramjet, un type de moteur super rapide, dans une fusée ou un avion, mais les États-Unis s'efforcent de le faire. En 2021, Northrop Grumman a réussi à tester un scramjet dans le programme DARPA Hawk. En 2022, Lockheed Martin a également eu du succès dans le test de la technologie super rapide. Le projet Mayhem est comme une version plus grande du Hawk, mais ils cherchent encore comment utiliser un moteur à réaction classique sans rendre l'avion trop lourd ou bloquer le moteur super rapide. Les États-Unis sont en tête du développement de la technologie invisible, surveillant les autres pays et essayant de créer des systèmes capables de la détecter. Le projet Mayhem et d'autres avions super rapides ne se concentrent pas sur l'invisibilité. Au lieu de cela, ils veulent voler super rapidement. Cette vitesse leur permet d'entrer dans des zones ennemies, de recueillir des données, de frapper des cibles, puis de s'éloigner rapidement. Une autre partie importante de ces avions super rapides est l'endroit où ils placent leurs armes. De plus, les surfaces des avions doivent résister à des températures extrêmes, car ils atteignent des vitesses de Mach 5 à 6. Non seulement les matériaux, mais aussi l'électronique doit fonctionner à grande vitesse pendant tout le volume, assurant des connexions stables pour des manœuvres précises et faisant face au système de défense. Un défi est de créer un moteur qui fonctionne bien pour des avions comme le SR-72. Un autre problème est le coût. Les missiles hypersoniques pourraient être très coûteux, estimés entre 90 et 110 millions de dollars, tandis qu'un chasseur furtif moderne coûte environ 80 millions de dollars. C'est beaucoup plus que le vieux Blackbird, qui ne coûtait que 23 millions de dollars dans les années 1960. Le SR-72 pourrait être différent. L'ancien PDG de Lockheed pense qu'il pourrait être de taille similaire au F-22 Raptor et coûter moins d'1 milliard de dollars. Bien que cela ne soit pas confirmé, il est intéressant de noter que le bombardier futuriste B-21 Raider est estimé à coûter 700 millions de dollars par unité. Les gens se sont enthousiasmés pour le SR-72 à nouveau, en raison de la suite du film Top Gun en 2022. Il présentait un avion super rapide appelé Dark Star, similaire à CE, sur quoi travaille la division Skunk Works. Des informations sur cet événement ont ensuite été publiées sur le site officiel de Lockheed Martin. Qu'est-ce qui rend le SR-72 meilleur que le SR-71? Le SR-71, également appelé Blackbird, a été conçu pour voler rapidement à une vitesse élevée, dépassant Mach 3. Il avait 2 personnes à bord, un pilote à l'avant et un officier de surveillance à l'arrière. L'avion était conçu pour être difficile à repérer, peint en bleu foncé pour se fondre dans le ciel nocturne, lui valant le surnom de Blackbird. Le SR-71 utilisait un mélange de volume très élevé et très rapide pour éviter d'être repéré. Ses astuces radar et sa couleur sombre le rendaient difficile à suivre pour les ennemis. Même si quelqu'un lui tirait un missile, le SR-71 pouvait souvent voler plus vite ou l'éviter. Le corps de l'avion était principalement constitué de titane et de matériaux spéciaux. Lockheed, la société qui l'a fabriqué, a dû relever des défis car le titane est coûteux et peut se corroder. Voler à des températures élevées nécessitait des conceptions spéciales, comme des sections d'ailes pouvant se dilater sans se casser. Les panneaux du corps étaient ajustés lâchement au sol
mais s'emboîtait correctement lorsque l'avion chauffait en volume. Le pare-brise avant du cockpit était en quartz et relié à un cadre en titane. L'avion avait des fuites de carburant au sol en raison du chauffage, causant quelques problèmes pour l'équipe au sol. Des lignes rouges sur les ailes indiquaient où les personnes ne devaient pas marcher. Les pneus du SR-71, remplis d'azote et d'aluminium, coûtaient 2 300 $ chacun et devaient être changés après environ 20 vols. L'avion atterrissait rapidement et utilisait un parachute pour ralentir et réduire l'usure des freins et des pneus. Malgré sa conception difficile, aucun SR-71 n'a jamais été abattu. Obtenir suffisamment de titane était difficile, car les États-Unis en avaient besoin davantage. L'équipe de Skunk Works a dû le trouver ailleurs, y compris en Union soviétique. Ils ont obtenu le titane en utilisant des pays du tiers-monde et des opérations délicates. Le SR-71, principalement composé de titane, voulait être difficile à repérer par les radars. Sa forme et ses matériaux ont été conçus en conséquence. L'avion avait des caractéristiques spéciales, telles que des bords tranchants et des matériaux spéciaux sur sa peau pour absorber les signaux radars. Ils ont également ajouté des éléments au carburant pour rendre les gaz d'échappement moins visibles. Cependant, la technologie radar soviétique s'est améliorée plus rapidement que les mesures de furtivité. Des bords tranchants appelés Chine ont été ajoutés pour la furtivité. Ils ne faisaient pas partie de la conception initiale, mais ont été jugés utiles pour améliorer le volume de l'avion. Ils ont également réduit les vitesses d'atterrissage et rendu l'avion plus stable à haute vitesse. Les entrées d'air sur le SR-71 étaient importantes pour les vols rapides. Elles permettaient à l'avion d'aller plus vite que Mach 3,2, qui était sa vitesse la plus efficace. Les entrées avaient une partie appelée un pic à l'avant qui bougeait à mesure que l'avion accélérait. Cela aidait à gérer le flux d'air, assurant que l'avion pouvait voler efficacement à haute vitesse. Au début des vols, les ordinateurs avaient du mal à contrôler la position du pic, causant des problèmes. Les ingénieurs ont résolu cela en redémarrant les entrées et ont ensuite ajouté un système électronique pour corriger automatiquement le problème. La NASA a également découvert que les Chinois affectaient l'efficacité du moteur, conduisant à davantage d'améliorations. En 1980, ils ont remplacé l'ancien système de contrôle par un nouveau système numérique appelé DAFIX, réduisant les problèmes avec les entrées et améliorant les performances globales. Le SR-71 avait 2 moteurs puissants appelés Pratt & Whitney G58, produisant 32 500 livres de poussée à l'arrêt. Ces moteurs fonctionnaient mieux lorsque l'avion croisait à sa vitesse habituelle d'environ Mach 3,2. Lorsque l'avion décollait, 26% de la poussée provenait d'une partie appelée la post-combustion, qui augmentait la puissance du moteur. La post-combustion fournissait toute la poussée à environ Mach 3 à mesure que l'avion accélérait. D'abord, l'air passait par la compression et le chauffage pour voir comment fonctionnaient les moteurs. Une partie de l'air comprimé allait à la post-combustion, tandis que le reste se mélangeait avec le carburant dans la chambre de combustion. Après avoir traversé la turbine, les gaz d'échappement et une partie de l'air du compresseur entraient dans la post-combustion. À Mach 3, l'augmentation de température due à la compression réduisait le débit de carburant autorisé, car la limite de température de la turbine restait la même. La machinerie rotative du moteur devenait moins puissante, mais cela suffisait à maintenir le flux d'air. La poussée à grande vitesse provenait désormais de l'augmentation de température de la post-combustion. La vitesse maximale de l'avion était limitée par la température de l'air entrant dans le moteur, qui ne pouvait pas dépasser 800 degrés F. Au début, le SR-71 utilisait des moteurs externes pour démarrer, mais plus tard, un système plus silencieux a été développé. Le SR-71 avait différentes options de carburant, mais il utilisait principalement du JP7, qui était difficile à allumer. Une substance appelée le triéthylborane était utilisée pour démarrer les moteurs, créant des températures élevées nécessaires pour allumer le JP7. Elle produisait une flamme verte lors de l'allumage. Pendant le décollage, le SR-71 transportait seulement une quantité partielle de carburant pour réduire la pression sur les freins et les pneus. Il atteignait rapidement des vitesses élevées, utilisant un tiers de son carburant.
Certains pensaient que l'avion se ravitaillait juste après le décollage en raison de fuite de carburant, mais cela était nécessaire pour les vitesses maximales, nécessitant un ravitaillement en volume. Le ravitaillement en volume était nécessaire pour les missions longues, et des avions-citernes spéciaux étaient utilisés. L'avion utilisait un système de navigation qui suivait les étoiles à travers une fenêtre, corrigeant les erreurs avec des observations célestes. Selon un ancien pilote, le système était assez précis pour limiter la dérive à 1000 pieds, à Mach 3. Le SR-71 disposait de nombreux outils et systèmes pour essais missions. Il avait des caméras, des radars et des systèmes de renseignement électronique. Les caméras pouvaient reprendre des photos depuis différentes parties de l'avion, et les systèmes radars ont été ultérieurement améliorés avec une meilleure technologie. L'avion disposait également de systèmes de contre-mesures pour se protéger contre les menaces. Il pouvait brouiller les signaux et perturber les systèmes ennemis. L'équipage portait des combinaisons spéciales pour gérer les hautes altitudes et les températures pendant les vols. Il ne pouvait pas utiliser de masques ordinaires. Des combinaisons pressurisées ont donc été conçues pour fournir suffisamment d'oxygène. Le cockpit avait un système de refroidissement pour gérer la chaleur extrême pendant les vols à grande vitesse. L'équipage avait également un moyen de se nourrir et de boire pendant de longues missions, utilisant des conteneurs avec des pailles qu'ils pouvaient diriger dans leur casque. Dans l'ensemble, le SR-71 avait diverses technologies pour mener à bien ses missions. Mais il a été retiré en 1989, et certains pensaient que c'était à cause de son coût et de la croyance que d'autres méthodes de renseignement s'amélioraient. L'armée de l'air l'a déclaré au Congrès. Cependant, il y avait des débats sur la question de savoir si la décision était davantage liée à la politique au sein du Pentagone qu'aux réels besoins de l'aéronef. Certains affirmaient que le SR-71 avait des capacités de renseignement uniques non fournies par des alternatives telles que les satellites, les U-2 et les drones. Les dirigeants de l'armée de l'air de l'époque estimaient que le SR-71 n'était plus essentiel, et des efforts ont été déployés pour convaincre le Congrès et les services militaires de son obsolescence. Malgré cela, certains soutenaient que ces affirmations étaient plus une stratégie de vente qu'un fait. L'armée de l'air pouvait voir le SR-71 comme une arme de négociation pour protéger d'autres projets importants. Les responsables en charge ne considéraient pas le renseignement fourni par le programme SR-71 comme très précieux pour l'armée de l'air, mais pensaient qu'il était plus important pour d'autres agences. Il y avait une incompréhension sur la surveillance aérienne et un manque de connaissances sur le SR-71 a conduit à des efforts pour le discréditer, avec des promesses de développement d'un remplaçant. Dick Cheney a mentionné au Sénat que le coût d'exploitation du SR-71 était de 85 000 $ par heure, mais les opposants estimaient que son coût de maintenance était beaucoup plus élevé. Le SR-71 était meilleur que le U-2 en termes de portée, de vitesse et de survie, mais il manquait d'une liaison de données que le U-2 possédait. Cela signifiait que les données du SR-71 ne pouvaient pas être utilisées en temps réel et devaient attendre son retour à la base. Cette limitation est devenue une raison de mettre fin au programme. Certains soutenaient que le manque de mise à niveau le rendait obsolète, favorisant ceux qui plaidaient en faveur d'autres programmes. Les tentatives d'ajout d'une liaison de données ont été entravées par des factions au Pentagone et au Congrès qui voulaient mettre fin au programme. Même si le Congrès a alloué des fonds en 1988 pour maintenir 6 SR-71 opérationnels, l'armée de l'air n'a pas dépensé l'argent. La décision de retirer le SR-71 du service actif a été prise en 1989 avec les dernières missions effectuées en octobre de cette année-là. Le général Schwarzkopf a découvert plus tard, lors de l'opération Desert Storm, que la reconnaissance rapide que le SR-71 aurait pu fournir n'était pas disponible. Les principales capacités opérationnelles du programme SR-71 ont pris fin en octobre 1989, et l'escadron a été fermé mi-1990, les avions étant répartis dans des lieux d'exposition ou conservés en réserve. Les préoccupations concernant les situations politiques au Moyen-Orient et en Corée du Nord ont amené le Congrès américain à reconsidérer le SR-71 en 1993.
Le contre-amiral Thomas F. Hall a expliqué que le SR-71 avait été retiré car il ne pouvait pas répondre aux besoins rapides du champ de bataille moderne. Ils estimaient que l'utilisation de la technologie pour obtenir des données en temps réel correspondrait mieux aux besoins uniques du commandant tactique. Ils explorent également d'autres moyens de faire le travail du SR-71. Mac a informé le comité qu'ils utilisaient des U-2, des RC-135 et d'autres ressources pour recueillir des informations dans certaines zones. Le sénateur Robert Baird et d'autres étaient mécontents qu'un successeur du SR-71 n'ait pas été développé, le considérant aussi bon que le SR-71. Ils ont soutenu qu'il serait impossible de créer un avion avec les mêmes capacités que le SR-71 en période de budget militaire limité. Le Congrès a été déçu par l'absence d'un remplacement adéquat pour le SR-71, ce qui a influencé les décisions concernant le financement des capteurs d'imagerie sur le U-2. Ils ont ajouté 100 millions de dollars au budget pour remettre en service 3 SR-71, mais l'ont ensuite réduit à 72,5 millions de dollars. Les Skunk Works, responsables de l'aéronef, ont réussi à le remettre en service sous budget à 72 millions de dollars. Le colonel à la retraite de l'USAF, Jay Murphy, a dirigé les plans de réactivation de Lockheed avec les colonels à la retraite de l'USAF Don Emmons et Barry McKean travaillant sur la logistique et la structure de soutien. Des pilotes actifs de l'USAF et des officiers des systèmes de reconnaissance ayant de l'expérience avec le SR-71 ont été invités à se porter volontaires pour piloter les avions réactivés. Le 9e Reconnaissance Wing, à la base aérienne de Beale, était responsable des avions, qui opéraient à partir d'un hangar rénové à la base aérienne d'Edwards. Des modifications ont permis la transmission quasi-temps réel des images du radar à ouverture synthétique avancées vers des sites au sol. Le retour du SR-71 a été confronté à de nombreux défis. L'armée de l'air ne l'avait pas prévu dans son budget, et les développeurs de véhicules aériens sans pilote craignaient que leur projet ne souffre si l'argent allait au SR-71. Le Congrès devait approuver des fonds chaque année, rendant difficile la planification à long terme pour le SR-71. En 1996, l'armée de l'air a déclaré qu'elle avait besoin de financements plus spécifiques et a tenté d'arrêter le programme. Le Congrès a approuvé les fonds, mais en 1997, le président Bill Clinton a essayé d'annuler les 39 millions de dollars alloués au SR-71 en utilisant le veto individuel. En 1998, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que le veto individuel était anticonstitutionnel. Le sort du SR-71 est resté incertain jusqu'en septembre 1998, lorsque l'armée de l'air a demandé que les fonds soient utilisés ailleurs, et ils ont retiré définitivement le SR-71 en 1998. La NASA a utilisé les 2 derniers Blackbird volants jusqu'en 1999. Tous les autres Blackbirds se trouvent maintenant dans des musées, à l'exception de 2 SR-71 et de quelques drones D-21 conservés par le NASA Dryden Flight Research Center. Pendant un certain temps, aucun avion ne pouvait faire ce que le SR-71 pouvait faire. Maintenant, il y en a un nouveau appelé le SR-72. Alors que des pays comme la Russie et la Chine deviennent plus puissants, les États-Unis ont besoin d'un avion imbattable comme le Blackbird, et c'est pourquoi nous avons le SR-72. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.